nous n'avons pas à nous battre entre nous. Que les gens qui croient que ils vont prendre le terrain parce que, ouais, on m'a appelé pour acheter. Oui, acheter, mais dites-vous bien que les enfants de cette famille, eux, ils vont vivre où? Et c'est ça qui va. C'est pour cela que j'ai parlé de bombe à retardement. Découvrez une affaire qui a marqué l'histoire. Les polémiques autour de Monseigneur Albert Dogmo et leurs répercussions sur le Cameroun. Pour analyser cette histoire complexe, nous accueillons un invité d'exception, Biloa Aïssi, ancien haut responsable de la police camerounaise, patriarche et gardien de notre mémoire nationale. À ce sujet, Monseigneur Dogmo a été un danger permanent, comme c'est semblable, parce que je l'ai dit au départ, il mélange la théologie et la politique. Or, la théologie, c'est des dogmes. Et les dogmes ne sont pas divins. Il n'y a aucun dogme divin. Les lois de Dieu sont claires. Ce sont les lois naturelles. Tu plantes le manioc, tu récoltes le manioc. Les patates, tu récoltes les patates. Aucune rivière ne va dire « je suis fatigué de descendre comme ça, je fais demi-tour pour remonter le cours ». Aucune. Ça, ce sont des lois de la nature et ce sont des lois divines. Il faut qu'on le comprenne. Et cela est nécessaire pour la marche de notre pays. Je crois que c'est ça, Monseigneur. Ça, pour moi, c'est du blabla. Vous vous rendez compte, l'histoire de notre pays n'est pas connue. Alors que les gens sont là, je suis docteur, je suis agrégé. Il y a un qui est parti aujourd'hui rejoindre les ancêtres, qui a dit au cours d'une conférence que Charles Okala était le plus grand homme politique du Cameroun. Je lui ai dit, non, arrête. Je ne donne pas son nom parce qu'il est mort. Donc, il ne peut pas répondre à ce que j'ai dit. Mais c'était un grand professeur. Donc, j'ai dit ceci, nous devons comprendre que nous devons construire nous-mêmes notre pays. Et pour construire nous-mêmes notre pays, il faut des patriotes, et il faut des républicains, puisqu'on veut parler de la République. Parce que les gens vous disent, oui, la démocratie, ceci, c'est quoi la démocratie? Vous pouvez me dire, quand on définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, vous avez vu ça où? Quel est le peuple? Un peuple ne peut gouverner que s'il est bien formé. Et chez nous, on vote parce que Biloa est mon oncle. Ce n'est pas parce que je propose quelque chose de correct. Donc, il faut faire extrêmement attention. Nous avons bien fait de faire ce direct pour dire aux Camerounais, méfiez-vous des gens qui viennent vous parler de votre tribu qui est très forte, qui est très riche, qui est très intelligente. Je demande aux gens, les bêtis sont des fainéants. Oui. Alors, dites-moi, qui nourrit la capitale du Cameroun? Ce ne sont pas les bêtis? Tout vient d'où? Principalement de la laitier. Alors, comment des fainéants peuvent nourrir toute une capitale? On se le demande. Donc, ouais. Non, nous devons faire attention. Nous qui avons l'esprit éveillé, nous devons dire aux autres, non, on ne doit pas faire ceci, parce que ceci porte atteinte à notre unité, ceci porte atteinte à notre développement, ceci porte atteinte à notre fraternisation. Attends, Guy René, s'il te plaît. Patriarche, oui, mais vous avez dit que Dogmo, c'est un être à ne pas suivre. Mais sauf que dans son héritage, il a laissé des héritiers. Et des héritiers qui sont principalement, ou du moins majoritairement, on va dire ici, du grand groupe Bamileke. Parce que de nos jours, vous avez par exemple parlé du père Lado.
Il y a plein d'autres exemples au niveau politique. Quand on voit le professeur Maurice Kamto qui a ramené le tribalisme politique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire, étant donné qu'il y a des héritiers, parce qu'il a légué un héritage, et il y a des héritiers qui perpétuent son héritage. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de laisser un Bamileke prendre le pouvoir? Le pouvoir politique, non, monsieur. On ne laisse pas. On ne laisse personne prendre le pouvoir. On laisse ceux qui parlent aux électeurs, qui leur proposent quelque chose de concret et qui tiennent à doivent tenir à leurs promesses. On ne prend pas le pouvoir parce qu'on est boulot, parce qu'on est Toun, parce qu'on est Bamileke, parce qu'on est nordiste, prenons ça comme ça. Non, on prend le pouvoir parce qu'on veut servir ce qu'on appelle le Cameroun. On prend le pouvoir pour faire en sorte que les Camerounais se sentent chez eux, que les Camerounais ne misèrent pas comme actuellement, que nos enfants ne quittent pas le pays parce qu'ils ne trouvent pas du travail. On peut, en nous asseyant, en réfléchissant et en posant certains actes, faire en sorte qu'aucun jeune Camerounais ne puisse avoir envie d'aller au Canada. Mais c'est là le problème. Les gens qui veulent prendre le pouvoir parce qu'ils sont d'une ethnie sont dangereux. Maurice Kamto compris, parce que j'ai parlé du père Lado. Si je dis cela, parce que avec Maurice Kamto, on a la naissance de la brigade anti-Sardinat. Ce n'est pas pour rien que je dis, ce n'est pas parce que j'en veux à l'autre. Et encore que, lorsque Maurice Kamto était ministre, je vais vous raconter une histoire. Il n'était pas encore ministre. Il est parti chez lui. Il était, ce qu'il connaît là, un grand juriste. Il est parti chez lui. Il arrive chez lui. Son père lui demande, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, mais tu fais quoi? Vous connaissez la réaction de Maurice Kamto? Quand il revient, il pleure. Il dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça que Maurice Kamto va accepter de faire partie du gouvernement. Et il fait partie du gouvernement. Dites-moi, quelle est l'innovation que Maurice Kamto a amenée au gouvernement camerounais? Il était ministre, vice-ministre de la justice, je crois, ministre délégué, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'il a changé? Il y a des choses qu'un véritable patriote prenant le pouvoir va faire vis-à-vis de ce qu'il y a dans notre code pénal. Il y a des choses abominables dans notre code pénal et il y a des choses qui sont bonnes là-bas mais qui ne sont jamais appliquées. C'est ce que nous voulons un Camerounais. Moi, j'ai toujours dit, si un tout pourri prend le pouvoir et qu'il met les tout pourris à plein de places, si ces tout pourris-là travaillent pour la satisfaction de tout le monde, on va leur demander quoi? C'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de tribus. On a besoin d'un travail qui donne satisfaction aux citoyens camerounais. Et en tout cas, je peux l'affirmer parce que je connais ce Maurice Kamto. Ce n'est pas une solution. Et ensuite, un seul homme ne peut pas être une solution d'un pays. Un seul homme peut être la solution d'un pays à condition qu'il ait l'approbation de tout le peuple. À ce moment, on dit qu'il a une vision et cette vision-là, le peuple l'accepte. C'est de cette manière seulement qu'un homme peut conduire. C'est comme ça que la Chine s'est développée.
un homme qui avait une vision et qui a pris son bâton. Il frappe si tu ne marches pas comme les autres veulent, et la Chine est devenue un pays développé. D'ailleurs, je pose souvent la question à ces faux savants que vous appelez de l'agrégé et les professeurs, de me montrer un seul pays au monde, je dis un seul, que la démocratie a développé. Je veux qu'on me dise lequel pays la démocratie a développé. La France va de royauté en royauté jusqu'à la révolution du 19e siècle. Et la France s'est formée pendant tout ce temps. J'ai dit, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on change le système éducatif de notre pays. Et pour que nous puissions nous-mêmes concevoir notre système éducatif. Il y a un auteur qui a dit que quand quelqu'un est maître de l'éducation d'un pays pendant 50 ans, il est sûr d'être maître de l'avenir de ce pays. Et c'est vrai, regardez ce que nous subissons aujourd'hui. Il y a des mots qui viennent des concepts qui n'étaient pas, que nous ne connaissions pas. Il y a des choses qu'une langue vous apporte, parce qu'une langue porte une culture. Et c'est pour cela que l'UPC voulait une langue nationale. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Nos frères de l'Outre-Mungo disent qu'ils sont anglophones. Et de ce côté, on est francophone. Je voudrais, s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent, je peux ne pas connaître, ceux qui nous écoutent, qui nous disent, qui, dans la zone anglophone, a comme grand-père un anglais, qui ici, chez nous, nous francophones, notre grand-père français était qui? Voilà des simples questions qu'il faut se poser pour avoir de bonnes solutions. Non, il faut arrêter. Il y a des gens dans ce pays pour réfléchir. Je ne suis pas une seule étincelle. Je voudrais que ceux qui prétendent être universitaires, oui, intellectuels, que ce soit des phares et non des lucioles. Les phares et non des lucioles. Voilà ce que je dis. Mais aujourd'hui, quand on a le diplôme, on pense à une seule chose, s'enrichir le plus... Oui, parce qu'ils ont remplacé les colons, ils sont devenus colons. Le néocolonialisme existe et les prêtres, les pasteurs, les évêques et les papes, c'est leur travail. Les imams. Voilà. Ok, Patriarche, vous avez évoqué le cas de la Chine. Est-ce que vous ne nous dites pas implicitement que le meilleur système est, ou du moins il faudrait qu'on retourne au parti unique? Est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution, le retour au parti unique? Je dis, retourner au parti unique pour retourner au parti unique ne sert à rien du tout. Retourner au parti unique pour l'enrichissement d'une poignée d'individus, ça ne sert à rien du tout. Mais seulement, on peut quand même se poser la question. La France qui dit être une démocratie a 300 partis comme nous. Nous, c'est quelle démocratie? Vous pouvez me dire ça? Nous avons combien de partis? On a autant de partis qu'il y a des nids. Cela est un grave danger. Non. Le parti unique peut être une bonne chose, c'est-à-dire une transition pour former une vision nationale. Lorsqu'on a atteint cette vision, on dit, bon, maintenant, on peut avoir quelques partis pour que les gens s'expriment comme ils veulent. Mais au départ, pour construire, messieurs, il faut la chicotte. Et la chicotte, on va venir vous parler des droits de l'homme que personne ne respecte ailleurs. On vous les présente ici pour vous embêter. Les droits de l'homme, ça existe où?
Vous pouvez me dire où les droits de l'homme existent? Quand en France, vous dites qu'il y a les droits de l'homme, peut-être qu'il y a les droits de l'homme pour les Français en France. Est-ce que les Français qui sont à l'extérieur, qui se comportent comme des véritables chefs partout, ils obéissent à ce que vous appelez droits de l'homme? Non. Les droits de l'homme ne peuvent être utiles que, je l'ai dit au départ, si le peuple est formé en citoyen, mais si le peuple est formé en bétail électoral, monsieur, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, en grande partie, c'est le bétail électoral et c'est pour cela qu'on peut très facilement aller à Bafoussam, aller dire que les poids là, c'est-à-dire les étrangers là, et il faut les renverser. Nous devons. On peut aussi aller chez les Boulous dire que non, les gens là, ils ne doivent pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas une ethnie qui prend le pouvoir, c'est une idéologie qui prend le pouvoir. C'est un projet politique qui prend le pouvoir. Voilà, mon cher, ce que j'ai dit. Chaque fois qu'on attrape des faussaires, que ce soit les boissons fromatées, que ce soit le mauvais ciment, que ce soit le riz importé moisi qu'on avait puis donné aux consommateurs camerounais, que ce soit même l'État qui n'arrive pas à juguler ce phénomène depuis des décennies. Qu'est-ce que le patriarche pense du fait qu'on attrape toujours la nuit? Pourquoi est-ce que j'ai posé la question au patriarche? C'est une question qui est revenue plusieurs fois pendant que nous avons préparé ce live. Nous préparons ce live depuis à peu près presque un mois. Nous préparons ce live depuis un mois et nous voulions une figure, un pivot central, un personnage central, nous voulions l'utiliser comme pivot central de façon à parler d'une forme d'idéologie qu'on voit apparaître sur la toile, de ceux qui combattent cette idéologie-là et de toutes les autres actualités qui sont liées à ce type d'idéologie. Et nous parlions du Bami Pawa. Donc cette question est revenue pourquoi? C'est une question qui personnellement je ne voulais pas la poser. Puis dans le fil, dans le comité scientifique de préparation de notre live, on m'a dit non, il faut poser toutes les questions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure sur la toile. Alors, j'ai posé cette question. On a demandé au patriarche, que lorsqu'on lui a adressé le conducteur du live, on lui a demandé est-ce que il y a des questions sur lesquelles tu ne peux pas répondre? Il nous a dit que un homme de son âge n'a plus peur de rien du tout. Ok. Donc, il nous a apparu à l'ensemble du groupe de l'équipe technique, de l'équipe scientifique et de l'équipe de chercheurs qu'il fallait poser cette question-là de façon à ce que le patriarche nous donne non seulement sa vision, mais également l'interprétation qu'il fait du fait qu'aujourd'hui, ce soit les mêmes personnes qui soient toujours en train de fabriquer le mauvais vin, en train de faire les entourloupes sur le riz, en train de faire des entourloupes sur le ciment et tout le reste là. J'espère qu'il va rapidement revenir pour nous donner la fin de son discours. Mais s'il y a des gens qui veulent monter ou qui ont des questions à poser, c'est le moment. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole, de me faire monter sur votre live, que j'apprécie tellement. Vous avez constaté depuis là, j'étais en train de patrouiller, je me suis arrêtée là et puis c'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir fait venir le patriarche qui nous éclaircit beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à Monseigneur Ndogmo, que quand on essaye de dire ici, l'autre côté, le côté adverse, commence à dire non, c'est vous les tribalistes et tout et tout. Sinon, aujourd'hui, je comprends d'où vient le tribalisme. Oui, qui a initié ce tribalisme au Cameroun et que ceux-là, ceux de l'Ouest, ils soient comme ça aujourd'hui. Moi, je pense que c'est déjà inné en eux. Je pense pas que quel qu'en soit ce qu'on dira, quel qu'en soit ce qu'on fera,
Ils ne comprendront jamais. Ils vont toujours jeter la pierre sur les autres. Ils disent que c'est les autres qui sont tribalistes et tout. Ils font des lives pour attaquer les autres, pour promettre des mauvaises choses et tout. Déjà, ils passent même à l'acte. Hein. Donc, je rends grâce à Dieu que vraiment le patriarche soit passé, qu'il nous donne des éclaircies par rapport à tout ça, toute la vie de Monseigneur Dogmo, que ce soit à l'Église catholique, que ce soit dans la politique, déjà que normalement il devait pas s'y mêler parce que les prêtres ne doivent pas être dans la politique, voilà et tout. Lui, il a fait et il a eu à faire beaucoup du sale jusqu'à être condamné à mort. Vraiment, franchement, je dis merci au patriarche et à vous aussi. Irénée, chers collègues, merci au fait aussi d'avoir permis de montrer que il y a des intellectuels, il y a des gens qui mentent sur les réseaux, il y a des gens qui animent les réseaux au fait aussi. Moi, je suis aussi un chercheur, j'ai fait dans les politiques sociales et merci franchement au patriarche d'avoir mis la lumière encore, le phare sur l'histoire des idées politiques au Cameroun, particulièrement le rôle joué par l'Église catholique et aussi les gens qui sont à l'intérêt de l'Église catholique. Comment est-ce que l'emprise de l'Église catholique depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui et comment l'Église catholique enseigne de politique au Cameroun. Merci au patriarche d'avoir mis la main sur ces nids d'abeilles au fait aussi. Et merci aussi au patriarche de relever que, en effet, le père Lado est un héritier de Dogmo. Parce qu'il faut le dire que le père Lado a combat actuellement des grands professeurs comme le professeur Abbé à l'université catholique. Il a eu des problèmes contre le professeur Abbé qui a soulevé aussi des problèmes ethniques. Et il faut aussi dire que le père Lado a combattu aussi Monseigneur Bakot qui a dénoncé le recrutement de certaines régions à l'université catholique. Le rapport est sur Internet. Vous pouvez taper le rapport. Et parce qu'il faut le rappeler ici que Monseigneur Bakot était l'ancien chancelier de l'université catholique. Il a dénoncé les pratiques. Et Monseigneur Lado a eu à l'attaquer là-dessus, au fait aussi. Merci mes frères pour le panel. Merci pour les histoires, la sociologie politique et les idées politiques que vous avez ramenées sur le terrain, parce que c'est les faits, c'est la réalité, c'est l'histoire. On n'invente rien. Merci beaucoup. Nous voulons tous la même chose, que la vérité éclate et puis que nous puissions tracer un avenir meilleur. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à faire tout ceci. Et ce n'est que le début. Nous allons préparer des programmes comme ça chaque week-end pour essayer d'édifier ceux qui ne sont pas édifiés. Et justement, TikTok est l'un des moyens de communication les plus prisés en ce moment. Donc, merci à toi, Petit Zomloa. Maintenant, on va passer la parole à Maman Gomalumagwit avant qu'on ne reprenne avec le patriarche. Bonsoir à tous. J'ai bien reçu mon frangin. J'ai mon petit frère. J'ai bien reçu toutes tes pubs et tout. Je suis contente que tu aies bien préparé tout ça avec Irénée. C'est de la ressource. Je vous ai toujours dit dans nos panels que la vérité va toujours finir par triompher. Il est important que nous le sachions. Nous avons nos patriarches qui sont là maintenant, déterminés à nous dire la vérité, pour nous dire que ce qu'on poursuit, c'est bien. Voilà l'histoire qui est aussi bien relatée. Personne ne va plus nous traiter de tribalistes ou de quoi que ce soit quand on relate la vérité. Voilà. Moi, je suis contente et je vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser la parole au patriarche. Merci. Je vais me poser la question. Que pensez-vous du fait que depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même, il faut le dire, chaque fois que l'on tombe sur des boissons frelatées, sur le riz qui est moisi et qu'on lave, sur le sucre qui n'en est pas, tout ce qui est mauvais, que ce soit au Cameroun ou dans notre ère d'influence économique, c'est-à-dire l'Afrique centrale, on tombe toujours sur la même ethnie. J'ai dit que chaque ethnie a des brebis galeuses, c'est-à-dire que on ne peut pas tous être des saints. Il faut le reconnaître humblement. Et c'est à ce moment
qu'on peut avoir le courage de changer. Il se trouve, c'est des faits. Là, ça ne regarde pas quelqu'un qui aurait inventé je ne sais pas quoi. Effectivement, vous allez en Komtou, vous trouvez une mauvaise hygiène, ce sont nos frères de l'Ouest. Vous allez à tel endroit, c'est nos frères de l'Ouest. Je crois que quand je dis nos frères, c'est quelqu'un de l'Ouest, parce qu'il ne déplace pas tout l'Ouest là où on fait ce faux. Mais il faut dire que malheureusement, si on prend la balance et qu'on met d'un côté ce que nos frères font, d'un autre côté, on voit le bien, on met le bien qu'ils font, c'est le mal qui va dominer. C'est-à-dire que la balance va pencher du côté du mal. C'est pour ça que nous pouvons leur demander très fraternellement, s'il vous plaît, changez. Je sais que c'est le départ qui fait problème. Parce que, je vous l'ai dit, on ne s'enrichit pas tout d'un coup sans que ça pose un problème. L'enrichissement dans les pays dits développés vient de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père, et puis de papa maintenant. Mais quand tout d'un coup, quelqu'un sort de quelque part et vous dit « je vendais les pistaches et je suis devenu milliardaire », non. Celui-là, j'ai causé avec Kadi. Ils m'ont dit la vérité. Par exemple, ils ne faisaient pas venir des liqueurs. Mais qu'en douane, ils s'entendaient avec les gens, on prenait ça comme l'importation de l'eau minérale. J'ai dit, ça me gêne d'en parler parce que tous les deux sont morts. J'aurais bien voulu leur dire, vous m'avez dit ceci, répétez-le pour que les gens comprennent. Alors, quand les gens s'enrichissent par des manœuvres aussi frauduleuses, il est évident que non seulement ça va laisser des traces, mais ça va faire des adeptes, puisque chacun de nous voudrait être riche, voudrait avoir de l'argent. Alors, si on trouve que le moyen le plus simple, c'est de faire dans le faux, alors on y va dans le faux. C'est pour cela que nos frères de l'Ouest sont effectivement, beaucoup sont dans le faux. Beaucoup sont dans le faux. Et pour couvrir cela, les hommes politiques veulent faire brandir plutôt la tribu, et afin d'avoir tous les frères derrière. Non, ça ne peut pas. Le Cameroun ne peut pas se construire de cette manière-là. Donc, j'ai dit, c'est vrai, il ne faut pas pérorer. Nos frères sont beaucoup dans le faux. Ce n'est pas l'habitude de toutes les ethnies. Il y a des ethnies qui ne savent même pas comment on fait ça. Oui, Patriarche, vous avez dit que justement, Oui. dans ces frères de l'Ouest, ce n'est pas tous les frères de l'Ouest qui font ce genre de choses, mais c'est une partie, on va dire. Mais sauf que ce que, par exemple, nous, les enfants des autres tribus, nous déplorons, c'est que on voit très peu de dénonciations. Très peu dénoncent leurs frères, justement. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ne le dénoncent pas. Est-ce qu'ils le cautionnent ou est-ce que, je sais pas comment dire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que, comme je l'ai dit au départ, la tribalité chez l'homme américain est quelque chose de sacré. Et si la tribalité est sacrée, on ne peut pas dénoncer son frère. Et c'est dommage. Et dommage pourquoi? Parce qu'il y a des lois de la République. À ce moment, à partir du moment où vous avez enfreint une loi de la République, on devrait être dénoncé. Et quand le véritable drame est que les dénonciations n'aboutissent pas parce que l'appareil d'État est quelque peu, disons, complice. On a dit à un moment donné, corrompu.
Oui, c'est la corruption. Et celui qui vous parle est un expert en technique de corruption. J'ai suivi cette formation pour comprendre que notre pays est rempli de corrompus à un très haut niveau. Nous avons suivi cette formation dans ce qu'on a appelé la structure dépendait du Premier ministère, le programme Choc. On nous a formés. Après la formation, on nous a donné des certificats attestant que nous sommes des experts en technique de lutte contre la corruption. Mais croyez-moi, lorsqu'on a créé la CONAC, aucun de nous n'a été appelé. Si bien que dans mon journal, j'ai à une édition, j'avais mis ce titre, la CONAC ou la connerie camerounaise. Parce qu'effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, la CONAC, on ne peut pas faire de grands reproches à la CONAC. La CONAC fait son travail et chaque année sort un rapport qui donne des fins précis, des noms précis. Mais on n'a pas voulu que la CONAC puisse rester en justice. On a dit que c'est la présidence qui doit décider qui doit être poursuivi. Alors, quand la CONAC a fini le travail, envoie à la présidente, on s'assied dessus parce que généralement, ce sont des fratres qui sont mis en cause et le rapport tombe entre les mains du frater qui décide, eh bien, il n'y a rien. C'est pour ça que chaque année, des très beaux rapports, très complets rapports, très bons rapports de la CONAC sont faits, mais rien ne suit ces rapports. Et le mal continue à grandir. C'est cela. Donc, j'ai dit, nous devons dénoncer. Et il faut que, à la fin de la dénonciation, que la justice réagisse. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. La CONAC fait le rapport sur tous les corrompus et les corrupteurs du pays. Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis au grand public? Je ne sais pas pourquoi on ne distribue pas. Les rapports, c'est toujours un livre, hein, chaque année. Un livre. J'ai dit des enquêtes fouillées, puisque les gens se plaignent, les gens dénoncent. La CONAC fait correctement le travail, envoie à la présidence. Parce qu'il a été décidé que c'est la présidence qui doit dire qui doit être poursuivi. Conséquence, je vais dire, on dit la présidence, il faut être précis. Parce que la présidence, ce n'est pas un individu. Quand on envoie un rapport à la présidence, quand on envoie une information à la présidence, c'est le secrétaire général de la présidence qui le reçoit, non le président de la République. Pour le simple fait que le texte nommant le secrétaire général de la présidence précise que c'est le secrétaire général qui discrimine les affaires apportées à la connaissance du président de la République. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secrétaire général peut dire ce qu'il veut, c'est lui qui discrimine. Donc, en fait, aujourd'hui au Cameroun, le président de la République, c'est le secrétaire général de la République, de la présidente de la République. J'ai dit, c'est un fait. Moi, je ne suis pas, les faits n'ont pas de couleur. J'ai dit, et puis, il m'appartient, à moi, à mon âge, de dire la vérité. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants, comme tous les autres Camerounais. Il est anormal que le Cameroun continue à vivre ce qu'il vit en ce moment. C'est pour cela que je prends le risque, avec ce que là comporte comme menace sur mes enfants qui travaillent encore. Ben, vous savez, j'ai lu, parce que quand je rentre à la maison, on dit, papa, pourquoi tu as dit ça? On m'a menacé parce qu'on a dit que tu as dit ceci, tu as dit cela. Voilà comment fonctionne notre pays. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter le sacrifice. Et j'ai accepté ce sacrifice.
parce que je me suis formé très bien pour servir mon pays et je me suis rendu compte que le pays n'acceptait que les pourris. Alors, je ne suis pas pourri et je ne le serai pas. Et j'ai dit à mes enfants de ne pas être pourris parce que nous avons un pays à faire vivre, un peuple qui compte sur ceux qui dirigent le pays. Nous ne dirigeons pas, mais disons la vérité au moins. Quel que soit ce que cela nous coûte, il faut dire la vérité. Et c'est ce que je fais. Je vous dis, mes enfants, j'en ai, je vous dis, j'ai 12 enfants. Je sais de quoi je parle. L'aînée vient d'aller à la retraite la semaine dernière. Elle était une fille, elle, prof. Elle allait à la retraite l'année dernière. C'est vous dire que il faut être comme moi pour dire un certain nombre de choses. On vous remercie pour ça, patriarche, sincèrement, on vous remercie pour ça. Et c'est aussi ça la force des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on peut parler sans filtre. Donc, oui, effectivement. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque on a la nomenclature Comprador, elle s'est arrangée pour qu'on sorte Michel photo de prison sous le prétexte qu'il est évacué sanitaire, alors que le gars allait directement jouer sa vie au Maroc. Quelques jours après, son père a pris le bic, il a écrit au président: je vous remercie, vous avez tenu parole, vous avez dit que vous allez laisser mon enfant, vous l'avez laissé. Est-ce que les Camerounais étaient au courant de ça? Tous les Camerounais n'étaient pas au courant. Alors que Yves Michel Fouto est un des grands voleurs de ce pays. Le type qui faisait ceci, il brandit une lettre envoyée par le directeur d'une société appartenant à son frère. Si le directeur de cette société lui dit, comme la caméra a des problèmes d'argent, nous sommes disposés à vous donner de l'argent, quitte à ce qu'il nous soit remboursé plus tard. Et on vous donne donc 600 millions. Messieurs, tenez-vous bien. Le lendemain, M. Yves Michel Fouto prend 600 millions du compte de la Camer pour rembourser la dette. Vous comprenez ça? J'ai les documents. Je dis, j'affirme, j'ai les documents et ça peut se vérifier. Une équipe fermée comme, par exemple, appartenant à son papa, à la société, et toutes les opérations se passent dans la banque de monsieur. Et c'est comme ça. Et on a eu le toupet de laisser ces messieurs s'en aller alors que d'autres sont en prison. Et parfois, pour des trucs, je dis, des fariboles. Non, ça ne peut pas aller. Dans mon journal, ceux qui m'ont lu avant que je n'arrête la publication de mon journal, par exemple, un cas, j'ai signalé qu'il y avait 8 000 milliards dans les paradis fiscaux. J'ai fait tout un article. Monsieur, personne, je dis bien personne m'a demandé Bilo Amer. Tu dis qu'il y a 8, c'est qui a les 8 000 milliards? Ça s'est passé comment? Juste aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans au moins que j'avais fait la révélation dans mon journal. Mais personne ne m'a demandé, parce qu'ils savaient que j'allais leur faire honte. Et pour faire ce qu'on appelle l'opération épervier, monsieur, c'est 2 petits voyous ministrons, comme disent les gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Ces 2 ministres, s'il vous plaît. Ah là là, on allait avoir une révélation de choc, mais là, ça a bloqué, je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Le live est extrêmement intéressant et du coup, moi aussi, je découvre le patriarche. Je ne le connaissais pas. Et c'est vraiment très bien. Donc, je voulais juste interagir en disant, alors, il y a Guy qui a dit qu'il voulait de la confrontation. Moi, je suggère ceci.
Si les uns et les autres veulent faire de la confrontation, qu'ils ramènent quelqu'un à hauteur du patriarche, c'est-à-dire un autre patriarche, soit de l'Ouest. Mais pas les petits voyous là qui vont venir le mettre mal à l'aise ici. Ne permet pas ça. Au pire, le patriarche finit de dire ce qu'il a à dire. Lorsqu'il aurait terminé, qu'il serait parti. Maintenant, vous faites monter les contradicteurs. Mais ne le confrontez pas à ces voyous-là, s'il vous plaît. Sinon, ça va pas bien se passer. Vous savez déjà. Voilà, c'est ce que je voulais suggérer. Ok, Latoya, merci. C'est très important ce que tu dis parce que on est tous Camerounais, mais il faut avouer que nous n'avons pas tous la même éducation. Parfois, on pense qu'on aura affaire à des personnes qui sont comme nous, qui sont prêtes à entendre et à dire des choses sérieuses, et puis on tombe parfois sur des gens qui vous insultent. Bon, on a souvent vécu ça sur TikTok. Merci de tout cœur, Latoya, pour ta remarque, et nous allons vraiment en tenir compte. Et merci pour la clairvoyance et aussi le management du panel. Au fait aussi, ça montre, ça relève vraiment que nous avons des compétences. La jeunesse camerounaise a des compétences et que on est là pour la vérité. Si on veut un Cameroun meilleur, demain, on doit construire notre histoire. On doit dire la vérité sur notre histoire. Parce que, comme on le dit en sciences politiques, c'est grâce à l'histoire qu'on peut mieux avancer. Lorsqu'il y a la vérité dans l'histoire, on peut mieux avancer. On ne peut pas avancer dans un pays sans avoir mis les lanternes sur l'histoire, la véritable histoire du Cameroun. Comme je le dis souvent, il faut dénoncer l'histoire quand vous nous faites croire, certaines personnes vous nous faites croire du Cameroun. Il faut apporter la vérité sur l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce que le maquis? Qui était des maquisards? Qui était Monseigneur Dormo? Qui était Monseigneur Dormo? Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Quel est le rôle de l'Église catholique au Cameroun? Parce qu'on comprend que, à travers le témoignage du patriarche, on comprend ici que il y a eu une instrumentalisation du catholicisme au Cameroun à des fins politiques et à des fins tribales, au fait. C'est une véritable problématique. Et on ne saurait se poser la question, est-ce que la manipulation au sein de l'Église catholique s'est arrêté avec Monseigneur Dormo? Est-ce que ça a continué? Et le patriarche répond clairement à cette question-là que la manipulation qu'il y a eu au sein de l'Église catholique en associant le politique a continué avec Monseigneur, avec le prêtre qui s'appelle Monsieur Lado. Ça continue au sein de l'Église catholique jusqu'aujourd'hui, et aussi les batailles au sein de l'Église catholique impactent le politique au Cameroun. Donc ici le patriarche ici relève que l'Église catholique, si on veut parler de la politique au Cameroun, il faut parler de l'apport de l'Église catholique dans le politique. Il faut parler aussi des manipulations de l'Église catholique, de son ancrage même dans la politique au Cameroun. Merci beaucoup. Le patriarche était sur le point de nous parler de l'opération Épervier et des deux ministres qui sont effectivement dans cette opération Épervier. Patriarche, je vous laisse continuer votre propos. Je vous lance juste pour qu'on se remette au niveau où nous étions avant. Oui, effectivement, s'agissant de l'opération Épervier, c'était excusez-moi l'expression, c'était un faux truc. C'était la guerre à l'intérieur de l'appareil d'État. On voulait se séparer, on voulait éliminer certaines personnes et on a inventé l'opération Épervier. Parce que si effectivement au Cameroun, on décide de poser la question de l'enrichissement, ça va faire très mal. J'ai dans mon journal Nouvelle Afrique, je l'affirme ici, j'ai proposé au gouvernement un texte pour régissant l'enrichissement illicite. Parce que c'est le moyen le plus simple pour coincer les corrompus. Parce que si tu gagnes 500 000 par mois, au bout d'un an, tu as 2 villas de 500 millions chacune, on devrait, sans plainte, te demander, mais camarade, comment tu as fait, toi, pour te construire 2 villas? Mais ce dispositif-là n'existe pas. Il n'y a pas de dispositif régissant l'enrichissement illicite. Et ça, c'est
Je me pose la question, les gens dont on parle là, ils étaient au gouvernement et ils sont des experts en droit. Pourquoi n'ont-ils pas compris? C'est comme la farce de l'article 66 de la Constitution qui veut qu'on déclare ses biens au départ et puis à la sortie. Mais c'est de la roublardise. Ça ne veut rien dire. Et ça, c'est un expert qui le dit. Je l'affirme, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que on ne vous dit pas où est-ce qu'on fait ces déclarations. Cherchez dans les textes. Appelez-moi s'il y a un endroit, si on a indiqué où on devait faire ces déclarations à l'entrée d'une fonction. Et dites-moi, si vous faites la déclaration et vous mettez là où vous êtes, vous y restez ad vitam aeternam. C'est-à-dire, on attend votre mort. L'article 66 va servir à quoi? On va aller interroger le mort. On devrait avoir un dispositif qui fait en sorte que à tout moment, on vérifie l'enregistrement. Comment pouvez-vous expliquer, comment nous pouvons accepter que ce soit les fonctionnaires qui sont les plus riches au Cameroun? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On a vu ça où? Les fonctionnaires sont les plus riches et personne ne dit rien. La tolérance administrative est là. Et pour ne pas dire la complicité entre fratres est aussi là. Non. Nous devons nous comporter dans notre pays comme des vrais citoyens. Ceux qui se comportent comme des gens qui se disent « Ah, je m'en fous, même si ça ne va pas, je vais rentrer chez moi ». Voilà comment nous nous comportons chez nous. Donc, l'histoire de la corruption est difficile à résoudre tant que le dispositif actuel n'est pas disloqué. Et tant que la justice n'est pas libre, et tant que tant qu'il y a ce présidentialisme, non, on n'aura aucun résultat puisque tout dépend de l'exécutif. Voilà ce que j'ai dit. À propos, on peut combattre la corruption au Cameroun, c'est possible. Les gens peuvent dénoncer. Il y a des organes qu'on peut créer qui détectent les gestes ou des actes de corruption. Mais je crains qu'on ne prenne des textes pour qu'ils restent là pour être brandis à la communauté internationale alors que ces textes ne sont pas appliqués. Je prends deux cas. L'homosexualité est punie au Cameroun. Article 247 bis. Mais vous avez entendu qu'on a mis qui est en prison. Or, il y a des faits flagrants. J'ai même pris le courage, moi, d'écrire une liste des ministres qui sont dedans. J'ai publié. On m'a porté plainte, mais j'ai finalement gagné. Je n'ai pas été en prison parce que j'ai publié le top 15. Voilà comment ça s'appelait à l'époque. Parce que je prends la peine de vérifier ce que je vais dire. Je prends la peine de faire en sorte que lorsque va venir la contradiction, que j'ai raison. Parce que ça ne sert à rien de dire du mal des autres. Non, moi je ne dis pas du mal des gens. Je vous le dis, même comme dans le tribalisme dont on parle, c'est pas normal. Le tribalisme est exploité par la périphérie parce que les pays étrangers savent ce qu'il faut faire pour manœuvrer. Comme dans beaucoup de domaines. Prenez le domaine de la sécurité. Je vous dis et j'affirme qu'il y a le matériel tel que l'histoire du Nozo ne pourrait pas mettre 2 semaines. Si les gens veulent nous aider ou si nous nous mettons nous-mêmes effectivement à travailler. Mais écoutez, des milliards de dollars
vont en Ukraine, pendant que chez nous, rien ne vient. Alors que c'est chez nous qu'on puise tout. Les terres, l'or, l'uranium, le pétrole, le bauxite. Mais non, je crois qu'il est temps qu'on prenne conscience que nous sommes responsables de ce qui se passe et que nos enfants nous jugeront, nos petits-enfants nous jugeront. Et ça, je crains qu'à un moment donné au Cameroun, on ne se mette à creuser les tombes pour jeter les os des gens qui ont manifestement fait en sorte que le Cameroun descende dans cette fosse où nous nous trouvons aujourd'hui. On parle des religions, des prêtres, des machins, mais ces gens ne sont pas sérieux. Ils ne parlent pas. J'ai dit qu'un Dieu anthropomorphe n'existe pas. Je veux quelqu'un qui me le prouve. Si le Dieu anthropomorphe existait, ces gens-là ne se comporteraient pas comme ils se comportent. Voyez comment ils ont tué le pape Jean-Paul Ier, puis pour une fois, un pape arrive et dit, mais bon sang, qu'est-ce que je vois ici? Tout ce qui est interdit, je le retrouve ici, effectivement. Chez les catholiques, on vous dit qu'on n'accepte pas la franc-maçonnerie. Mais le patron de la franc-maçonnerie était le secrétaire d'État. Et lorsque Jean-Paul Ier demande, mais il fait venir par exemple Marquinhos, qui était un évêque américain et patron de la Banque du Vatican. Mais Monseigneur, comment pouvons-nous traiter si profondément avec la mafia et prêcher le Christ? Marquinhos dit exactement ceci au pape. J'ai les documents, c'est lui qui veut, je peux les lui faire parvenir. Marquinhos dit au pape, sa sainteté, on ne peut pas diriger l'église avec un coup de Je vous salue Marie. Le pape dit, ok, vas-y. Il fait venir l'autre, le patron, et lui dit, mais ce que je constate, est-ce que vous l'avez vu avant moi ou nous le constations ensemble, c'est-à-dire la présence de la franc-maçonnerie à l'intérieur du Vatican? Et le cardinal lui dit, sa sainteté, on l'a constaté avant vous. Et il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, on a fait ce qu'il fallait faire. Le pape insiste, il dit, quoi? Il dit, rien. Il dit au pape, au cardinal, sortez. Et ce soir-là, le pape, l'un des plus jeunes papes, Jean-Paul Ier, est mort parce qu'empoisonné. Parce qu'il avait décidé de se débarrasser de ce pourri. Mais alors, moi, je ne suis pas du tout surpris. Ce que je dis là, je le détiens. C'est lui qui veut, il m'appelle, je lui donne les références. J'ai toute l'enquête de la mort du pape Jean-Paul Ier. Et il va être remplacé par un pape qui va faire tomber le mur de Berlin parce que le pape, c'est la politique. Jean-Paul II. Il va prendre quelqu'un dans un chantier et il en fait Premier ministre. C'est comme ça que le mur va tomber. Donc, vraiment, excusez-moi, il y en a qui pensent que je ne crois pas en Dieu. Non, je crois en un créateur. Et je répète une fois de plus, le Dieu anthropomorphe des religions abrahamiques n'existe nulle part. Tim Ntizomlo, tu voulais poser une question? Oui, je voulais poser une question, oui. Ok, on t'écoute. Masuga Pakriach, Masuguwe. Ma question est de savoir, Pakriach, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de l'expulsion du Monseigneur Dormo au Cameroun? Qu'est-ce qui a fait de telle sorte que Monseigneur Dormo soit expulsé du Cameroun à l'époque d'Ahidjo? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais répondre de manière globale.
à l'époque d'Aïdjo, on faisait ce qu'on voulait. C'est-à-dire que Fauchivet faisait ce qu'il voulait. Et il ne rendait compte à personne. Je vous dis, on l'a même torturé. Quand je dis torturé, Fauchivet prenait Monseigneur Dormo parfois, on enferme les femmes quelque part et on amène Monseigneur et on le met dans la même cellule que les femmes pour voir comment il va se comporter. C'est vous dire que vraiment, si quelqu'un vous dit qu'il y avait une raison précise pour laquelle on trouvait les raisons qu'on voulait trouver contre n'importe qui. Je vous dis, en 1964, c'est l'épouse d'André Marimbida qui a gagné les élections législatives dans l'Union, et c'est comme ça que ça s'appelait Union et Sanaga. Aïdjo a dit niet. On a mis quelqu'un d'autre. Évidemment, les étoiles se sont révoltés. On est allé les chercher. On les a amenés à Mantoum, en tout cas dans les prisons politiques qui existaient à l'époque. Je vous ai dit ça un peu avant. Et un des chefs qui avait été arrêté, il s'appelait Villon Nomongane, qui a dit à Aïdjo qu'il mourra loin du Cameroun et abandonné de tous. C'est ce qui s'est passé. Donc, les gens s'amusent. Il y a la loi du karma existe. Et le karma, ça peut se réaliser maintenant ou à une autre naissance. Il faut faire très attention. Je dis à mes enfants, ne faites jamais le mal de manière consciente à quelqu'un d'autre. Parce que, je l'ai dit aussi, il y a un moment, tu plantes le manioc, tu récoltes le manioc. C'est la loi de la nature. C'est la loi divine. Et c'est pour ça qu'il faut éviter les gens. Il faut inviter les gens à ne pas faire de mal. Parce que de toute manière, ça se paye. Tous les gens que le premier président a fait fusiller, tous ceux qui sont morts, j'aimerais les voir lorsqu'il les a rejoints. Comment et ils se sont dit bonjour. Est-ce qu'on peut connaître déjà quels étaient les chefs d'accusation? Quels étaient les chefs d'accusation contre lui? J'ai dit qu'on n'avait pas besoin de chefs d'accusation au temps de Fauchivet. On n'avait pas besoin de chefs d'accusation. Je vais vous dire une chose. Mon père a fait 9 mois de prison. Parce qu'il est monté sur son vélo, il faisait le tour des routes au Bala en disant « Vive le Cameroun ». Vous voyez, quelle est l'infraction commise? On dit un UPCiste ne doit pas dire « Vive le Cameroun ». 9 mois de prison. Et vous me demandez de vous dire, il suffisait seulement que ça passe par la tête de Fauchivet ou de quelqu'un du gouvernement où on dit, allez, mettez-moi celui-là au Niouf. Et c'est terminé. Il n'y avait pas de droit. Je dis, le président Aïdjo a fait certaines bonnes choses, mais de ce côté-là, c'était la catastrophe. Et c'est ce qui va conduire la DGRE, ça ne s'appelait pas la DGRE, ça avait un autre nom. Et là, ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent. Et c'est pour cela que ceux de maintenant ont cru que ça peut encore se faire de cette manière-là, sans savoir s'il y avait les radios, il y avait les télés, il y avait les réseaux sociaux, que prendre Martinez Zogo, le zigouiller, ça va passer sous silence. Mais ils se sont trompés d'époque. À l'époque de M. Aïdjo, il n'y avait pas de raison. J'ai dit, je connais un indique, c'est un informateur de Fauchivet. Alors voilà, si tu lui refuses un verre de vin, mais tu es parti en prison. Il suffit qu'il appelle pour dire qu'il y a un subversif ici. On ne va pas demander qu'est-ce qu'il a fait. On te prend, tu es en prison. C'est comme ça que ça se passait. Je l'ai vécu. Je dis, moi-même, j'ai été mis
au Niouf en 1966. Je revenais de Mulundu, où mon grand frère était Bangmassa, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on a tué au CDFAN. Alors, quand j'arrive à Bertois, sans aucun problème, je rentre de Mulundu, je veux aller à Obala. On m'arrête à Bertois. Le commandant de compagnie dit que je suis un maquisard. Terminé au Niouf. Ah, comme je vous le dis là, heureusement, mon père était un initié, vrai. Quand il a décidé que ce type me laisse, il ne pouvait pas faire autrement. Et il est venu alors qu'il me battait tous les jours, mes autres poings, les poings fermés, on frappait les matraques sur les mains. Et celui qui, un jour, moi je ne peux pas vous dire ce que papa a fait, ça ne vous regarde pas. Et il vient me demander, vous avez l'argent de transport? Je lui dis, mais vous restez, quand vous voyagez, c'est en auto-stop que vous voyagez? Il dit, bon, sortez. C'est comme ça que je suis sorti. Alors que ce monsieur m'a gardé pendant 5 jours. Il a cassé tout ce que j'avais acheté parce que j'étais parti effectivement à Ouesso, au nord du Congo-Brazzaville, où était au CNDA-FAN, avec un autre patriote dont je n'ai jamais connu le nom, je connaissais seulement son pseudonyme, il se faisait appeler Bomono. Je reviens donc de là, je reste, je sors, quand je rentre, je vous dis, on m'arrête en chemin, que je suis maquisard alors que je n'ai jamais été au maquis. Et je vous dis, au CNDA Fana, son maquis, c'était de créer des écoles dans les brousses. Il n'a jamais tenu une arme. Mais seulement, voilà, à cette époque, il n'y avait pas de compte à rendre qui que ce soit. Lorsque Fougivu a décidé que tu es un homme mort, tu es un homme mort. Sunrise on the savannah, golden light so clear and warm, heartbeat in the wilderness. Africa, this is your charm. Lions roaring, rivers dance, mountains high and sunlight glows. Mother Earth's generous hands.